Baby Patrix, Antonietta, merci de nous accueillir. Voilà, nous allons parler de la période du renouveau du conte dont tu as fait partie. Et est-ce que tu peux nous dire à quel âge tu as commencé, à quelle période tu as commencé à t'intéresser au conte déjà? à m'intéresser au conte. Alors, professionnellement, je peux dire que j'ai commencé à m'intéresser au conte dans les années 80 par le biais du théâtre. Moi, je viens du théâtre et en fait, je faisais du conte théâtralisé avec ma compagnie, Compagnie du Cercle, que j'ai créée en 1980. Et à cette époque-là, j'ai rencontré Bruno de la Salle. Donc moi, je viens, euh, on va dire, d'une culture théâtrale qui s'était déjà orientée vers le conte. Et à l'époque, je faisais ça parce que je cherchais à, on va dire, à être le fils du projet de Peter Brook, qui avait déjà commencé à l'époque à s'intéresser au conte, qui revenait d'Afrique et qui avait montré ce qu'il appelait le Carpet Show, et où il racontait un conte africain de Birago Diop qui s'appelait L'Os avec sa compagnie. Et il montrait ça dans la rue, un peu partout, et j'avais trouvé ça fascinant. Et donc j'ai créé ma compagnie pour faire ça. Et j'ai pris des contes. J'ai pris des contes parce que ma mère m'avait raconté des histoires quand j'étais gosse, comme je suis à moitié norvégien. J'avais pris un conte de ma mère, et puis un conte oriental, et puis en fait je jouais au théâtre avec un musicien, on était acteur, conteur, on faisait du théâtre ici en fait déjà, sans le savoir. Et c'est pendant que je jouais, ça s'appelait Le Devin et autres contes, que j'ai rencontré Bruno, qui lui, à l'époque, racontait tout seul avec un instrument bachet, qui était un instrument que je connaissais en plus, et qui cherchait des... En fait, Bruno, à l'époque, cherchait des partenaires pour commencer cette aventure incroyable avec France Culture, des épopées et de la création, ce qui a donné la création du Clio. Donc voilà comment je me suis retrouvé à rentrer dans ce mouvement du renouveau, sans vraiment le savoir d'ailleurs, et sans le vouloir. Et là, c'était autour des années C'est 80. 80. 80, 81. En fait, quand on s'est rencontré avec Bruno, il m'a dit, toi, tu as la troupe, moi, j'ai le sujet. Ce que tu fais, c'est du théâtre. Moi, je ne veux pas faire ça, je veux faire du conte musical, de l'épopée. Et il m'a persuadé, et d'ailleurs, une grande partie de ma compagnie a participé à la création du Clio. Le musicien, mon ex-femme, et une des conteuses qui était là, Françoise Richard, qui est toujours par là. En fait, on a commencé à travailler avec Bruno. On a créé le Clio ensemble quasiment au moment de la première aventure de l'Odyssée. C'est-à-dire, est-ce qu'avec Bruno, qu'est-ce que tu as participé à des choses ponctuelles comme... Ah non, Bruno, on a créé le Clio ensemble. Enfin, le Clio est à son nom, mais on peut dire qu'on l'a créé ensemble à Chartres à l'époque, et pendant 5 ans, on a tout fait ensemble. Moi, j'ai mis ma compagnie de côté, et pendant, oui, 5, 6 ans, on a créé le Clio et on a fait toutes les grandes aventures des nuits, France Culture, Festival d'Avignon, l'Odyssée, les Mille et une nuits, le roi Arthur, l'histoire du soldat, Tu as participé aux tout, rencontres de Vannes? toutes, oui. Enfin, si tu veux, toute l'activité du Clio, ça a été mon activité pendant 5, 6 ans. Et ensuite, quand j'ai quitté Bruno, j'ai repris ma compagnie, la Compagnie du Cercle. Donc pendant à peu près 6 ans, oui, je pense à peu près 6 ans, j'ai fait toutes les aventures du Clio avec Bruno. Et c'est là où j'ai rencontré d'autres gens qui racontaient des histoires. Moi, je connaissais que Bruno. J'ai rencontré, par exemple, Muriel, Catherine Zarcat, Agnès Chavanon, des gens qui ont travaillé avec nous, Micheline Denoc, tout ça, sont des gens qui sont venus, appelés par Bruno pour participer à nos grandes aventures, et moi, je les ai rencontrés comme ça. Puis après, je me suis rendu compte qu'autour de nous, il y avait d'autres gens
s'intéressaient aux contes, qu'il y a des gens qui racontaient des histoires. Moi, je faisais que du spectacle épique avec Bruno, moi. Et tu as participé presque à tout. tous les festivals Tous les festivals. Alors, il se trouve que Bruno me poussait à raconter, parce que j'avais ce fond norvégien par maman, et que c'était un fond original. Et donc, je me suis mis à raconter des contes traditionnels norvégiens. Très vite, c'est devenu une sorte d'identité, mais je ne l'ai pas vraiment... je ne l'ai pas choisi, ça s'est fait comme ça. Et puis au bout d'un moment, je suis rentré dans le cercle des premiers conteurs par le fait. Mais c'était pas un choix délibéré de ma part, ça s'est fait. Moi, mon choix, il était de travailler avec Bruno sur l'épopée, sur le récit musical et sur le spectacle. C'est ça qui m'intéressait. Et au passage, je racontais des histoires, mais ce n'était pas obligatoirement mon but. Et d'ailleurs, dès que j'ai quitté Bruno et le Clio, j'ai recommencé à faire ce que je voulais faire, c'est-à-dire du spectacle avec des contes et de la musique et du théâtre et de la scène, etc. C'est-à-dire sur quelles années tu t'es mis... 87, 88, tu as quitté... j'ai quitté le Clio et j'ai commencé en fait la vraie vie de ma compagnie de création sur le conte musical. Et tu as participé à des colloques, est-ce que tu as souvenir d'avoir participé Oui, tout ce qui se passait à ce moment-là. Par exemple, tu m'as posé la question du colloque du CNRS sur le renouveau du conte, j'étais là. Et j'ai raconté, je pense que j'avais même ouvert un atelier sur la question de l'acteur-conteur, qui était une question qui commençait déjà à me tarauder à l'époque, de la différence entre le théâtre, le conte. Et je pense que j'avais ouvert à l'époque un atelier et j'avais participé au colloque avec Geneviève Calame-Griault, je me souviens très bien, parce que j'avais raconté un fragment d'épopée que j'avais trouvé chez Blaise Sandrard et elle était très surprise, elle se demandait d'où ça venait. Et donc voilà, moi Le colloque des ATP, oui. En 89. C'est ça dont tu parles. C'est la première fois aussi où on a rencontré des conteurs, enfin que je rencontrais des conteurs des États-Unis et que c'était la première fois que j'entendais des Américains raconter des vraies histoires, des histoires vraies, des histoires à eux, des récits de vie. Donc c'était une rencontre internationale. C'était international, oui. Les États-Unis étaient présents avec des conteurs. Il y avait d'autres pays présents. On était déjà à l'époque, le renouveau du conte de l'époque était déjà international, puisque quasiment en région parisienne, de ce que je comprends par analyse a posteriori, il y avait déjà la Côte d'Ivoire, il y avait déjà des fragments d'épopées africains, il y avait déjà Haïti. Il me semble qu'il y avait déjà le monde entier dans la banlieue parisienne et que le renouveau autour de Bruno et autour de ce colloque, c'était le monde, mais c'était à Paris. Ouais. Et c'est peut-être un peu là que ça s'est formé. Est-ce qu'on peut parler de communauté de conteurs vous connaissiez entre vous un peu tous Oui, je dirais plutôt que là, ce qui s'est formé à ce moment-là, c'est une rencontre quand même assez exceptionnelle entre chercheurs et conteurs. Pour moi, le souvenir que j'étais très surpris que des chercheurs d'un si haut niveau comme Geneviève Calame-Griault de l'époque voient chez nous, et le fait que nous racontions des histoires, une dimension si positive. En disant, mais c'est formidable que vous continuiez à raconter des histoires, ou vous recommenciez à raconter des histoires. Ça veut dire que tout le travail qu'on a fait, de recherche, de collecte, n'est pas lettre morte et elle ne reste pas dans les bouquins. Et j'ai trouvé ça magnifique à l'époque. Ça m'avait, je me souviens, je me suis dit, on sert à quelque chose, on est utile. Et c'est plutôt ça. Je pense que le côté communautaire des conteurs était déjà là, assez fortement, avec ses rassemblements, ses divisions, etc. Il y avait déjà des festivals, et puis on se baladait déjà à raconter à droite à gauche. Ouais. On parle des années longues entre 80 et 92. Qu'est-ce que tu as ressenti sur cette période? Est-ce que le conte était un vivier? Alors, langue pour moi, c'est une aventure très personnelle, puisque c'est
quelqu'un qui avait lancé le Festival international de Nancy, qui était un festival universitaire, où moi j'ai été comme acteur. J'étais fasciné par le théâtre expérimental, et en fait c'est là que j'ai rencontré les troupes expérimentales, c'est en allant là-bas. Donc il y avait une vision de l'expérimentation, je pense, dans les années Lang, et une possibilité d'ouverture et de recherche assez exceptionnelle, qui a certainement eu une influence sur la possibilité de s'exprimer à travers une discipline comme le conte. Peut-être pas de manière directe, mais en tout cas de manière indirecte, sans aucun doute. Donc ça a permis quand même un développement du conte. Oui, ça a sûrement permis des ouvertures qui ont fait que c'était tout à coup possible d'imaginer que des conteurs puissent prendre la parole sur l'espace public. Et est-ce que justement les lieux du conte étaient déjà définis ou bien c'était un peu plus large que peut-être maintenant, je ne sais pas. Alors, historiquement, je crois que déjà Chevilly-Larue et peut-être Grenoble, j'ai l'impression que j'ai dû aller au tout premier festival de l'un et de l'autre, mais à quelques années près ou une chose comme ça. Enfin, en tout cas, au tout début, j'ai des souvenirs assez forts de ces deux festivals-là. Après, c'était des bribes, des tentatives de festivals, beaucoup de travail rural, beaucoup de gens à droite, à gauche, qui s'intéressaient aux contes, qui accueillaient des conteurs. Un appartement Pas trop en appartement, plutôt, tu vois, en maison des jeunes, foyer. Je me souviens, avec Bruno, on partait en bagnole, raconter dans des endroits là, totalement improbables, où on se demandait même s'il allait y avoir des gens, en Bretagne, dans la région centre, là où on était, en banlieue parisienne. J'ai l'impression que c'est... Formellement, je me souviens de Chevilly-Larue et de Grenoble parce que j'y étais très actif. Mais après, le reste, c'est un peu disparate. Par contre, je me souviens très bien de cette rencontre de Vannes, en Bretagne, qui était par contre faite par France Culture, et où là, j'ai rencontré beaucoup de gens, dont des Bretons, dont des chanteurs d'histoire, et donc tout ce mouvement un peu folk qui s'est retrouvé rassemblé autour de Bruno. Il y avait, en fait, je pense que ça a généré le renouveau du conte en Bretagne, si j'ose dire ça, la rencontre de Vannes, et des gens d'un peu partout de la France. Donc c'était une très belle... pour moi, s'il y avait un moment symbolique de conteur, c'est celui-là, en plus avec France Culture, on va dire la caution de France Culture. Pour des conteurs, c'était énorme à l'époque. D'après toi, vous étiez combien Moi, j'ai toujours dit qu'on devait être une vingtaine, mais je sais pas, 20-25, un truc comme ça, au début. Si je me considère dans les débuts, oui. Hein, tu vois. Oui, c'est ce qu'on cherche à voir. Ils n'étaient pas très nombreux. Et tu as souvenir de lieux particulièrement bizarres, disons, où il y a eu des occasions de se produire, le conte, toi en tant que conteur. Alors, bizarre, non. Par contre, ce que j'ai senti très vite, c'est que grâce à cette souplesse, à cette adaptabilité du conteur, ça nous permettait d'aller dans des lieux où le théâtre ne pouvait pas aller. Et ça m'intéressait. C'est-à-dire tout à coup, justement, aller dans des bleds, dans des écoles, dans des soirées organisées par des gens. Il y avait là une dimension qui, moi, m'intéressait beaucoup et qui était une des raisons pour lesquelles le théâtre, ce que je faisais au théâtre, c'est-à-dire du théâtre carpet show, c'est pour aller vers les gens. Et là, il y avait une vraie opportunité et Bruno avait un réseau informel comme ça, Bruno et d'autres, où tout à coup on s'invitait, on se retrouvait là, il y avait des naissances de bribes de festivals, bizarres non, mais humains et chaleureux, oui, et des gens qui ont d'ailleurs passé toute leur vie comme nous à défendre la place du conte et des conteurs.
Et au niveau des programmateurs, donc c'était toujours spontané chez les gens seulement, ou il y avait déjà des programmateurs, disons? Programmateur, c'est un grand mot. Programmateurs en dehors de ceux qui avaient des festivals et qui se baladaient, moi je dirais que les programmateurs, si je dis le mot programmateur professionnellement, je m'en suis vraiment préoccupé après le Clio, quand j'ai fait ma compagnie et que j'ai commencé à diffuser des spectacles de contes dans le réseau professionnel théâtral. Et là, il y avait des programmateurs, oui. Euh, et les bibliothèques à ce moment-là, quel rôle Ben, toi? elles avaient un rôle très... Ben oui, je ne l'ai pas dit, bien sûr. On allait raconter dans les bibliothèques, Voilà. puisqu'il y avait les bibliothécaires qui étaient très actives. Mais programmatrices, je pense que c'était plutôt par réseau, d'amitié, d'affinité, de thématique aussi. Euh, mais la programmation, pour moi, c'est venu plus tard et c'est venu dans un autre milieu que celui du conte. Au Oui, début, hein, au début. oui, oui. Mais donc, les bibliothèques ont été quand même un ressort Un ressort très important. important. Et peut-être du coup, on peut parler des réseaux de foyers ruraux. C'est-à-dire, en fait, il y avait déjà des réseaux qui travaillaient sur d'autres disciplines, comme peut-être la musique traditionnelle ou le théâtre, etc., qui se sont intéressés aux conteurs. Il y a eu des réseaux de BCP. Tu vois, il y a eu un moment où il y avait beaucoup de ces bibliothèques de prêt qui circulaient dans les régions, qui ont fait des festivals de contes. D'accord. Et au niveau professionnel, donc, est-ce qu'il y a eu une transition d'amateur à professionnel? Enfin, la professionnalisation est venue après Pour moi, pour toi? ben, moi j'ai toujours été professionnel, j'ai toujours vécu d'être un artiste de scène. J'ai certainement été un conteur amateur. Dans mon compagnonnage avec Bruno, ces années-là, j'étais un conteur amateur. J'apprenais à raconter, mais en même temps, je faisais un travail professionnel artistique qui était les épopées qu'on faisait pour France Culture. Là, c'était professionnel. Et puis à un moment, l'amateur s'est pris au jeu en disant, bah oui, un jour, je me suis dit, bah oui, ça me plaît, je fais du spectacle, mais je suis conteur. Et donc, à ce moment-là, j'étais plus amateur. Moi, la distinction amateur-professionnel est une chose très complexe dans le milieu du conte, puisque beaucoup de gens, et par exemple dans les sujets qu'on a souvent soulevés, c'est qu'il y a beaucoup de conteurs qui étaient amateurs avant de devenir professionnels, ou même qui sont restés semi-amateurs, semi-professionnels toute leur vie, et c'est vraiment très lié aussi à la nature particulière de cette discipline. En fait, dans ces premières années, là, entre 80 et 90, il y a aussi un phénomène assez important, c'est que d'abord l'Angleterre, mais aussi d'autres pays comme la Norvège, la Suède, etc., étaient eux-mêmes en train de commencer ce mouvement du renouveau du conte. Et mon ami Ben Haggerty, qui est celui qui a vraiment été l'instigateur en Grande-Bretagne du renouveau du conte, était là dans les premières années aussi, il venait observer ce qu'on faisait avec Bruno, ça l'intéressait beaucoup, il cherchait des formes nouvelles, et très vite il m'a demandé d'aller en Angleterre, et je me suis retrouvé à raconter en anglais très tôt, et à participer, à donner des stages, etc. Et on va fêter les 25 ans du festival qui s'appelle Beyond the Border, qui là est vraiment un festival très important, et qui a ouvert en fait toute cette dimension européenne au conte qui aujourd'hui est une dimension qu'il faut vraiment prendre en compte sérieusement. Et même si la France n'est pas le pays le plus actif avec l'Europe, il y a eu tout parallèlement à la France, tout ce mouvement. Alors on pourrait dire, on sent que les États-Unis étaient peut-être un peu avant nous, puis la France, et puis après maintenant tout le reste de l'Europe. Et là, curieusement, je trouve que la dimension du public professionnel s'est développée très 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 vite. Et en Angleterre, j'ai toujours raconté dans des festivals et devant des publics assez importants, plus importants qu'en France. C'est-à-dire, d'après toi, d'après ton expérience, le renouveau en Angleterre, par exemple, a été
En même temps que la France ou... Juste ça a commencé un petit peu plus tard, mais ça a été très vite actif et ça s'est très très bien développé. Pour des tas de raisons politiques, financières, structurelles, il n'y a pas de subvention, donc ce sont des gens qui ont tout fait eux-mêmes et ils l'ont fait très bien et très vite. Et mon ami Ben avec le Cric-Crac Club, ils ont été d'une efficacité incroyable. Donc le mouvement a été très puissant maintenant au Pays de Galles où il y a ce festival, l'Écosse maintenant a une maison internationale du conte à Édimbourg. Enfin, ils sont vraiment ils ont vraiment bien développé cette discipline. Et peut-être par rapport à leurs conditions, aux questions, on va dire, de langue, aux questions identitaires, l'Écosse et le Pays de Galles ont été très, très actifs. Plus que d'autres pays européens, Oui, quand même. plus que d'autres pays. Et, donc là, on passe à la formation. Toi, formateur, tu as commencé quand Alors, en fait, j'étais déjà... Je vais revenir à la question de professionnel amateur. En fait, suivant l'école Lecoq que j'ai faite, qui était cette école de théâtre, elle pousse à beaucoup de choses. Et entre autres, j'ai fait des stages quasiment tout de suite sur la question du corps, du mouvement, sur la question du groupe, du collectif. J'ai été formateur quasiment à 22 ans, en sortant de l'école Lecoq, j'ai fait des stages tout le temps. Tous les ans, je faisais un grand stage, 2-3 semaines avec d'autres gens, etc. Ça a toujours été une activité très, très forte chez moi et très naturelle. Et donc, faire des stages sur le conte, ça a été très vite. Dès que j'ai compris un petit peu comment ça fonctionnait, c'était pas plus étranger pour moi de travailler sur le conte que de travailler sur le théâtre, l'improvisation, etc. Donc j'ai formé assez vite et j'ai très vite compris avec Bruno que les gens qu'on formait, c'était ça qui allait permettre de développer le renouveau du conte. Donc il fallait absolument former des amateurs, des parents. L'âge d'or de France, j'ai adoré, j'ai formé des grands-mères à raconter des histoires. Donc ça, c'est une activité qui était très importante, que j'ai toujours faite parallèlement à ma vie artistique et de conteur, et que j'ai vraiment concrétisé pendant 15 ans à la Maison du Conte, quand j'ai commencé les labos, etc. Là, c'était un vrai choix de vie. C'était de dire, c'est le moment de faire quelque chose, on me demande de prendre un projet en main, je vais faire ça. Et je l'ai fait pendant 15 ans. Et Dire, ça me fait penser à la revue Dire, par rapport aux publications de l'époque, on reprend sur le renouveau, tu suivais, tu participais à ces... Oui, mais c'est très amusant parce qu'en fait, la revue Dire était faite par Olivier Poubelle, ici, là, dans le bureau qui est en dessous, et c'est mon frère qui faisait le graphisme. Et on a partagé les bureaux ici pendant un moment avec la Compagnie du Cercle et Olivier Poubelle et la revue Dire. Et oui, donc j'ai participé, et j'ai trouvé ça formidable. C'était une très très belle revue d'ailleurs. C'est très dommage qu'elle se soit arrêtée. Et donc c'était là. Écoute, le hasard. Le hasard, pour nous, on n'était pas conscient d'être dans un lieu si chargé déjà d'histoire du renouveau. Et dis-moi si tu as d'autres choses que tu aurais envie de nous transmettre, toujours pour cette mémoire qu'on a envie de retrouver pour transmettre sur cette période. Alors, d'après toi, est-ce qu'il y a vraiment, tu arrives à donner des dates de début et de fin? Par rapport à moi, oui. Par rapport à ce que moi j'ai traversé, pour moi vraiment, Bruno, c'est la rencontre avec quelqu'un qui devait avoir une sorte de vision, ou en tout cas un appétit à cette idée d'être... alors est-ce que c'est le conte ou les conteurs? Avec lui, on n'était pas toujours d'accord. Pour moi, très vite, c'est le conteur qui m'a intéressé. C'est-à-dire, c'est la discipline artistique qui inclut tout ce que ça inclut, mais c'est l'artiste qui m'a intéressé, plus que la littérature orale,
J'ai trouvé ça passionnant, et je trouve ça passionnant. La mythologie, les légendes, etc. Mais les récits contemporains m'intéressent aussi. Mais c'est être conteur qui m'a intéressé. Et je trouve que ça a pris du temps à se développer jusqu'à un moment, et je pense que j'ai l'impression que dans les années 90, ça existe. C'est-à-dire que OK, il y a un festival des conteurs, il y a vraiment une discipline qui commence à naître, qui commence à se transmettre, et puis on va dire dans les années 2000, donc 20 ans après, tout à coup, il y a des enquêtes qui nous disent qu'il y a 400 personnes qui racontent en France, etc. Voilà. 600 maintenant, alors voilà. Donc il y a vraiment l'impression que j'ai, c'est qu'il y a eu certainement une ou peut-être deux personnes tout au début, puis une vingtaine, et puis paf, ça a explosé dans des corps partout, en France, en Europe. Donc il y a dans le sens du renouveau. Moi, je ne suis pas d'accord avec le renouveau du conte. Parce que je pense que le conte, en tant qu'objet littéraire de littérature orale, il n'a jamais disparu. Il a toujours été là, il est toujours là, il est repris par toutes sortes d'autres formes. En tout cas, c'est mon avis aujourd'hui. Par contre, le conteur, en tant qu'artiste vivant dans une société aujourd'hui, c'est vraiment quelque chose d'assez étonnant. Et très surprenant, très positif. Et ça, il y a un vrai renouveau là-dessus. Pour moi, je dirais si je devais dire quelque chose sur le renouveau du conte, je dirais, mais appelons ça plutôt le renouveau des conteurs. J'ai vu que dans les questions que tu posais, il y avait des questions de structuration. Oui. Alors, puisqu'on s'adresse quand même à la mémoire à travers la PAC, puisque c'est vous qui faites l'initiative, il y a quand même eu à un moment, et c'est intéressant d'ailleurs, je pense qu'à l'époque, Chevilly-Larue, qui avait quand même un festival très actif, il y a eu cette aventure où ils ont récupéré cette maison, qui aujourd'hui s'appelle la Maison du Conte, qui était la maison du sculpteur Lipsy. Et il y a eu au moment où Chevilly-Larue a racheté cette maison, avec l'idée d'en faire un lieu pour le conte, il y a eu un mouvement collectif très fort, dont on a peu de traces, je pense, qui s'est appelé « Attention, conteur ». Et là, tous les conteurs de l'époque se sont rassemblés, on avait occupé le jardin, on avait mis des pancartes. C'était une femme qui s'appelle Annie Selem, qui est une professionnelle, qui s'intéressait au conte, qui nous avait aidé à structurer quelque chose. Et on s'était dit, cette maison, elle est pour nous, on va s'en emparer. Et donc, on s'est emparé de la Maison du Conte. Ça a été un événement. Moi, il m'a marqué beaucoup. Ensuite, ça s'est arrêté. Chevilly-Larue a fait son projet. Et puis, ça a donné naissance, je pense, historiquement, à ce qui s'est appelé l'ANCEF après. Nous sommes là, années 80. Ah non, beaucoup plus tard. Plus tard. Non, mais tu parles de Chevilly, ça quand même... Oui, mais l'achat de la maison, oui. Je ne sais pas exactement la date, mais je pense que si Chevilly, c'est vers les années 80, ça doit être peut-être 10 ans après, ou vers 87, 90 peut-être, ou enfin, quelque chose comme ça. Et là, je pense que ça a été le début de cette impression qu'il fallait peut-être se rassembler. Il y a eu Carouge, il y a eu l'ANCEF, il y a eu des tentatives successives de rassemblement. On peut dire, peut-être comme tout mouvement qui balbutie, avec des choses qui ont marché, qui sont arrêtées, qui ont marché, qui ont arrêté, etc. Et qui aujourd'hui, peut-être que ce que vous êtes aujourd'hui, entre l'APAC d'un côté, le réseau de l'autre, puis il y a eu cette époque monde oral par-dessus tout ça, il y a eu cet intérêt du ministère, enfin, il y a eu beaucoup, si on veut parler de la professionnalisation des conteurs et du conte, il y a beaucoup de choses à raconter dans la chronologie où il y a beaucoup de désordre. Et parallèlement, parce que moi je m'en suis beaucoup occupé, il y avait l'Europe. Donc depuis quand même 9 ans, il y a l'Europe qui se rassemble tous les ans avec un réseau, etc. Donc la structuration balbutiante des 20 dernières années est quand même tout à fait compréhensible, acceptable, logique. Maintenant, vers quoi elle va aller, je ne sais pas. Mais elle a commencé quand même assez tôt, je dirais, voilà, entre 80 et 90.
Voilà, c'est-à-dire qu'il y avait, par exemple à l'époque, est-ce qu'il y avait déjà des agents? Le ministère, est-ce que les subventions ministérielles fonctionnaient à cette époque? Ben, je pense que Chevilly et Grenoble s'intéressaient beaucoup à la question de la structuration. L'enquête qui avait été confiée à Grenoble a quand même changé quelque chose par rapport au ministère. Moi, j'ai eu un chemin parallèle, qui d'ailleurs est un peu aussi le chemin du Clio, même si après on a pris des routes différentes. Moi, je me suis placé tout de suite comme une compagnie de création de contes musicales, Cédic. Donc moi, j'ai fait un chemin de compagnie théâtrale, en fait, professionnelle, française, complètement classique, en essayant toujours de faire en sorte qu'on reconnaisse que ma particularité, c'était que je faisais du conte musical sur scène. Mais pendant très longtemps, j'ai fait toutes les démarches pour être subventionné, conventionné, et je suis arrivé à l'époque où j'étais sur la scène nationale d'Évry, au maximum de ce qu'on peut faire comme une compagnie conventionnée en France, avec un théâtre d'accueil, le département, la région, l'État. Et c'est ce que j'ai toujours aujourd'hui, c'est-à-dire un vrai parcours de compagnie professionnelle, et puis à un moment, ça s'arrête parce on touche à, on va dire, à toutes les tutelles possibles, donc on est en fin de parcours. Et j'ai beaucoup défendu ce mode d'approche des tutelles, mais il y avait très peu de compagnies qui ont fait ça, en fait. Voilà. Aujourd'hui, les compagnies conventionnées... Ça, c'est ton expérience, ouais, mais très je ne peu. sais pas s'il y en avait beaucoup. Ben, en tout cas, aujourd'hui, il y a Yannick Jolin avec Le Nombril du Monde, il a fait ça aussi. Il y a d'autres compagnies maintenant, avec la génération d'après, qui ont bien compris et qui font ce parcours-là, parce que même si au ministère on est d'accord qu'on a sorti le conte du livre pour l'amener vers le théâtre, c'est quand même pas encore tout à fait réglé cette question, et il y a toujours la question de pourquoi la scène pour les conteurs, etc., etc. Mais ça, c'est un tout autre sujet. De ne pas perdre son âme sur un plateau. Si on en a une. Si on en a une. Tu nous as parlé de tes débuts, quand même très liés à Bruno. Enfin, c'est avec Bruno. Et quand tu travaillais tes contes, tu les travaillais avec lui comme regard extérieur, ou est-ce non. que tu as, voilà, est-ce que tu non, mais on racontait ensemble. Bruno, il n'avait pas du tout de... Je pense qu'à ce moment-là, on rigolait toujours en disant il ferait raconter des pierres. Mais il faisait raconter. Donc il me disait, tiens, raconte cette histoire-là. Et puis tout à coup, je devais la raconter. Donc je devais me préparer tout seul et me jeter dans le feu à raconter. Après, il me disait, ah oui, ça non, c'est pas comme ça. Ou celle-là, elle n'est pas bonne. Ou ça, c'est pas un conte. Ou... J'ai appris par le feu. Et puis après, dès le moment où moi, ça m'a intéressé, où ça venait plus de lui, alors là, quand j'ai découvert la dimension de la littérature orale, j'ai commencé, à travers le répertoire nordique, à comprendre les différents genres de contes, à regarder les versions, à me former avec toute la question de la comparaison, de propre, des variantes, de la classification Hardy-Thompson et tout ça. Je me suis formé, mais sur le tas. Je n'ai pas eu de formation de conteur, si ce n'est le feu, avec Bruno pendant toutes ces années, et ensuite ma propre curiosité. Et tout au début, il y en a, comme toi, il y en avait beaucoup qui reprenaient le conte dans ses propres racines, c'est-à-dire toi, c'est avec la Norvège, et d'autres... Je pense que c'était quand même assez identifié à cette notion d'origine. J'ai même senti un moment où ça devenait quasiment un peu politiquement dangereux. C'est-à-dire où quelque part ça arrangeait bien les gens de dire « Ah oui, lui c'est un conteur ». C'était exotique. Il y avait la conteuse haïtienne, il y avait le conteur norvégien, il y avait le conteur auvergnat, il y avait le conteur poitevin, il y avait... Voilà.
il y avait une folklorisation qui serait venue assez vite, à laquelle je pense qu'on a tous très fortement résisté, je pense assez justement, pour éviter le côté folklore, quoi, mais nous laisser la possibilité d'être moderne, contemporain, et même si on s'appuie sur un répertoire oral traditionnel, parce que c'est un répertoire puissant, on avait la possibilité d'être moderne, et non pas folklorique, dans le mauvais sens du terme. C'est vrai qu'on pourrait dire que comme c'est une période où rien n'était vraiment officiellement organisé, tout était spécial, particulier, galère, amusant, vivant. Moi, humainement, j'ai trouvé ça une période très étonnante, puisque je me suis retrouvé à raconter dans des lieux totalement improbables, comme ça peut être un centre d'enfants. À l'époque, on disait trisomique, je ne sais pas comment on dit aujourd'hui, Down syndrome. Ou tout à coup une école maternelle, ou tout à coup un foyer de travailleurs, ou tout à coup l'inauguration d'une mairie. Tout était improbable, mais du coup, je me souviens aussi une scène dans un festival de rue à Auxerre, où tout à coup on se retrouvait à raconter au milieu du marché, comme des troubadours de l'époque, avec sans micro, sans rien, dans des gens de tous les côtés, ça circulait. Je veux dire, si on veut raconter des galères, j'ai l'impression que ça n'a été que ça, mais amusantes. Et des galères qui forment, sont extrêmement formatrices, qui font qu'au bout d'un moment, ou raconter sous la pluie, ou se retrouver arriver. Il y a eu des galères, par exemple, je me souviens, on arrivait dans des endroits, des fois, on ne les trouvait pas. Donc on arrivait à la dernière minute, et puis il y avait personne, alors il fallait attendre, puis les gens, on ne savait pas si les gens allaient venir. Enfin, je veux dire, on a eu, oui, plein d'aventures comme ça, mais moi j'ai toujours trouvé ça assez amusant et assez formidable de pouvoir vivre cette aventure de raconter dans des conditions où les gens en général ne savaient même pas ce qu'on allait faire. Raconter des histoires, qu'est-ce que ça veut dire, conteur, machin. Une fois qu'ils avaient demandé quel métier on faisait et qu'on disait on est conteur, ils me demandaient toujours après et vous vivez de quoi ou vous vivez comment Voilà, donc parallèlement, on va dire, à la vie du théâtre que j'essayais de faire évoluer avec les spectacles, qui étaient quand même des spectacles qui marchaient bien avec les théâtres, avec les enfants, etc. Cette vie parallèle du renouveau du conte, où on allait dans tous les coins, dans tous les bleds, faire toutes sortes de trucs, moi j'ai trouvé ça vraiment formidable, et souvent à plusieurs. Et ça aide. Souvent avec Bruno au début, mais très vite avec d'autres aussi, où on partageait ces aventures, un peu de galère, et c'était très chaleureux. Ça, c'est important, de oui, ne pas se retrouver seul. Oui, c'est très important. Et d'ailleurs, si je devais dire quelque chose par rapport à... moi, j'ai beaucoup entendu, surtout dans les dernières années, quand tout à coup les études ont commencé à apparaître sur le conte, les conteurs, etc., il est souvent dit le conteur est un artiste solitaire, etc. Je me mets en faux complètement là-dessus. Je pense que c'est absolument faux. Le conteur ne peut pas être un artiste solitaire. Qu'il pratique souvent pour des raisons économico, socialo, culturello, seul, c'est une chose. Mais le fondement même de l'art du conte, c'est un art partagé. Il fait partie d'une communauté, il s'exprime à une autre communauté, il n'est pas solitaire, il n'est pas seul. Et au début, je pense que dans les premières années, ce sentiment de s'aider, d'être ensemble, de partager des choses, et aussi de se prendre des histoires. Parce qu'il faut voir qu'au tout début, enfin moi je ne connaissais pas beaucoup d'histoires, Bruno ne connaissait pas tant que ça non plus, et les autres non plus. Donc très vite, il y a des histoires qui ont circulé. Je me souviens de ce conteur nord-africain qui s'appelait Mohamed Belalfaoui, qui était prof de français que Bruno avait amené dans le milieu du conte, qui était un conteur qui avait un répertoire incroyable. On lui a tous piqué des histoires parce qu'elles étaient formidables. Et donc il y avait aussi ce mouvement d'entremêler les pratiques, les histoires, les galères, etc. Après, voilà, ça s'est élargi.
Mais moi, je m'inscris en faux complètement et sur cette histoire solitaire, et c'est là-dessus que j'ai basé tout le travail des labos à la Maison du Conte, c'était de dire le conteur appartient à une famille dans laquelle il puise l'énergie, la relation, et de là, il a, pour des raisons voilà, dont on a parlé, il se retrouve souvent seul, mais c'est pas un stigmate, c'est pas une chose obligatoire, c'est pas une discipline solitaire. Je ne crois pas. Et dans les dernières années, j'ai étudié les conteurs chinois parce que ça m'a passionné. Un conteur chinois, il fait partie d'une école. Et donc, il est seul le jour où il va raconter parce que voilà, il n'y a pas d'argent pour être plus. Mais ensuite, il rentre à la maison. Et il parle de ce qu'il a fait, ils échangent des répertoires sur les techniques, ils sont dans une école, ils sont dans une famille. Ils ne sont pas seuls, ils sont seuls un moment. Et dans la question du renouveau du conte, une des grandes ambiguïtés, ça a été l'arrivée du côté soliste, du nom, des solos. Et là, il y a, avec la société, les stand-up, les comiques, il y a un terrain d'ambiguïté et c'est difficile de percevoir quelqu'un qui est seul en reconnaissant qu'il ne l'est pas. Pas facile pour une société cultivée ou culturelle comme la nôtre. Et au niveau des publics, on n'a pas tellement parlé, c'était enfants, adultes Alors au début, avec Bruno et le Clio et France Culture, on a eu une chance incroyable. On était au Festival d'Avignon, dans le Verger Urbain 5, pendant les nuits entières, c'était un public d'adultes. Et moi, avec Bruno au début, je pensais que c'était ça, le renouveau du conte. Je me suis dit, formidable, c'est ça. Sauf qu'après, quand France Culture s'est arrêté, le Festival d'Avignon s'est arrêté, c'était un vide incroyable. On est revenu au festival qui existait, etc. Mais cette dimension épique, magistrale, magnifique, Festival d'Avignon, France Culture. Ceci dit, j'ai oublié, il y a Montpellier qui a continué après pendant un moment, où Bruno avait réussi avec France Culture à continuer un festival à Montpellier. Il y a eu les Oralies de Haute-Provence aussi. Il y a d'autres choses dont d'autres vont parler. Il y a eu des prolongations avec des publics plus adultes. Mais sinon, quand même, la cible majoritaire, et surtout quand j'ai fait des spectacles, et ce qui a très bien marché, ça a été le monde de l'enfance. Ça, c'est sûr, bien sûr, bien sûr. Et, oui, avec les bibliothèques essentiellement. Alors avec les bibliothèques aussi. Après, je pense que tous les conteurs étaient très conscients du militantisme de chacun pour ouvrir à un public adulte. Mais parce qu'on en a besoin comme conteur. On a besoin de ce public mélangé, on aime les différences d'âge, et on n'a pas envie de raconter toujours à la même tranche d'âge. Donc on en a besoin pour se développer, donc on le cherche. Et on a tous été très militants là-dessus. Déjà du début, enfin, dès le début. Il y avait, oui. Il y avait cette conscience. Dès le début, il y avait cette conscience et cet appétit pour élargir le public à un public adulte, un public urbain, un public moderne, un public de théâtre, un public pour reconnaître la discipline comme une discipline transgénérationnelle, mais artistique au milieu du théâtre, de la danse, de la musique, etc.